Dans la vidéo précédente, j'ai présenté le temps de l'isolationnisme américain. Alors, isolationnisme, ça signifie évidemment pas que les États-Unis se seraient fermés au reste du monde. Ils se sont toujours intéressés au monde et ils ont toujours eu le souci d'y défendre leurs intérêts. Mais les États-Unis ne souhaitent pas participer avec l'Europe à la direction des affaires mondiales et ils n'ont pas encore le projet de remplacer l'Europe. De ce point de vue, la période 1917-1919 n'est qu'une parenthèse. La participation américaine à la guerre en Europe, la participation du président Wilson à l'élaboration du traité de Versailles et à la création de la SDN, tout ceci n'est qu'une parenthèse, refermée en 1920 lorsque le Sénat américain refuse de ratifier le traité de Versailles. L'isolationnisme n'est vraiment rejeté qu'en 1941, avec l'attaque japonaise sur Pearl Harbor qui plonge les États-Unis dans la guerre. Rejet confirmé par la déclaration du président Roosevelt le 9 décembre 1941, déclaration qui terminait la vidéo précédente. Roosevelt précisant bien que ce rejet est définitif. Nous abordons à présent une deuxième étape totalement différente. Les États-Unis qui ont rompu avec l'isolationnisme assument désormais leur rôle mondial et assument la direction du camp occidental, que ce soit dans la guerre mondiale de 41 à 45 ou dans la rivalité Est-Ouest de 45 à 90. Commençons tout d'abord par la guerre mondiale et la Grande Alliance. On a appelé ainsi l'alliance de tous les États qui, à un moment ou à un autre, ont déclaré la guerre à l'Allemagne nazie ou au Japon. Cela fait beaucoup de monde, comme le montrent ces affiches américaines de 1942 ou 1943. Grande alliance, cette expression a plusieurs significations géopolitiques. La première souligne l'ampleur de l'alliance, puisqu'une soixantaine d'États y ont participé, et c'est bien là la marque de l'influence américaine. Si le Mexique et tous les États d'Amérique latine ont déclaré la guerre à l'Allemagne, ce n'est pas parce qu'ils étaient directement concernés, mais parce qu'ils étaient dans la sphère d'influence américaine. La deuxième signification souligne l'ampleur politique de l'alliance, puisqu'on y trouve à la fois la plus grande puissance capitaliste, les États-Unis, et la puissance communiste, l'Union soviétique. Les deux se sont alliés, réellement alliés, malgré les arrière-pensées, parce qu'ils avaient en face d'eux un ennemi mortel, l'Allemagne nazie. Les États-Unis dirigent la Grande Alliance avec l'URSS, et ils dirigent tout particulièrement le camp occidental, puisqu'ils apportent l'essentiel des forces. Alors, que vont-ils faire de cette direction? Eh bien, ils vont définir une stratégie qui est une stratégie mondiale. Alors qu'ils ont été agressés par le Japon et que le désir de revanche est essentiellement tourné contre le Japon, dès le début de 1942, les États-Unis vont donner la priorité à l'Europe, en commun avec l'Angleterre et l'Union soviétique. L'Europe, parce que c'est là que se trouve l'ennemi principal, c'est là que se joue véritablement le sort du monde. Le contraste est frappant entre la Grande Alliance qui a une stratégie mondiale claire et l'Axe qui n'en a pas. L'Allemagne et le Japon ayant mené deux guerres parallèles qui n'ont jamais été coordonnées. La stratégie adoptée par les États-Unis explique que la guerre se termine d'abord en Europe, avec la capitulation allemande le 8 mai 1945, puis dans le Pacifique, avec la capitulation japonaise le 2 septembre 1945. Dernier point sur la période de la guerre mondiale, la puissance industrielle des États-Unis leur a permis de développer une puissance militaire absolument sans précédent. De 1941 à 1945, les usines américaines ont construit 300 000 avions. Les chantiers navals américains ont lancé 120 porte-avions, le porte-avions, l'arme reine de la guerre dans le Pacifique.
Enfin, en 1945, la puissance industrielle et scientifique des États-Unis leur permet de mettre au point l'arme atomique, utilisée 2 fois contre le Japon, à Hiroshima le 6 août 1945 et Nagasaki le 9 août 1945. La guerre mondiale a provoqué en quelques années un bouleversement complet du rapport de force entre les nations. Souvenons-nous de la situation en 1940, les États-Unis et l'URSS n'étaient même pas en guerre. En 1945, les États-Unis et l'URSS sont triomphants, l'Allemagne et le Japon sont vaincus, et ils ont même perdu leur souveraineté. La France est sur la touche depuis qu'elle a accepté sa défaite en 1940, et en tout cas, les États-Unis ne la considèrent plus comme une grande puissance. L'Angleterre est victorieuse, fière d'avoir résisté seule à Hitler en 1940, mais elle est épuisée par sa victoire et s'apprête à passer la main avec ce pragmatisme dont sont capables les Anglais. Restent donc seuls pour régler le sort du monde, les États-Unis et l'URSS. L'expression superpuissance est apparue en 1944 sous la plume d'un universitaire américain. Dans cet ouvrage, superpuissance désigne les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'URSS. Mais dès 1945, il est clair que seuls les États-Unis et l'URSS appartiennent à cette catégorie, c'est-à-dire ont une puissance sans comparaison avec celle d'autres nations et sans précédent dans l'histoire. Les bases de la puissance américaine et de la puissance soviétique sont différentes, mais les États-Unis apparaissent clairement comme la plus complète et surtout la plus mondiale des superpuissances. La puissance américaine repose sur 3 piliers. Et cela est très important à souligner parce qu'il n'y a pas dans l'histoire de véritable puissance, de puissance durable, dont la force repose sur un seul pilier, par exemple la force militaire. Premier pilier, la puissance économique, la superpuissance économique, puisque la guerre mondiale était, dans le fond, une excellente affaire pour les États-Unis. Leur territoire est intact. En dehors de Pearl Harbor, il n'est pas tombé une seule bombe sur le territoire américain, alors que le territoire soviétique a été ravagé. Les États-Unis ont perdu 300 000 soldats, lorsque l'URSS a eu 20 millions de morts. La production américaine a pratiquement doublé, pendant que la production soviétique était pratiquement divisée par 2. Et les États-Unis détiennent en 1945 environ les 2 tiers de l'or mondial. Lorsqu'on parle de l'or, il s'agit non pas des bijoux ou des fourchettes, de l'or des particuliers, mais de l'or monétaire, celui qui est détenu par les banques centrales. Cette puissance et cette richesse, la société américaine en tire les fruits. Au lendemain de la guerre, c'est dans le monde la seule société de consommation. Une société dans laquelle des produits industriels coûteux comme l'automobile sont devenus des produits de consommation courante. Le modèle de la société de consommation ne s'étendra que plus tard, dans les années 60, à l'Europe occidentale et au Japon. Deuxième pilier, la puissance politique et militaire. Les États-Unis jouent un rôle central à l'ONU, puisqu'ils sont l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, avec droit de veto. Les autres membres ne siègent que 2 ans et ils n'ont pas le droit de veto. L'ONU a été créée en 1945, essentiellement à l'initiative de Roosevelt, qui reprend en quelque sorte l'idée de Wilson avec la SDN, mais cette fois les États-Unis vont y participer pleinement. Très vite, l'ONU est paralysée par la rupture et la confrontation entre les États-Unis et l'URSS, mais les Américains peuvent alors compter sur leur puissance militaire qui est sans équivalent. Bien sûr, l'URSS a construit pendant la guerre une formidable puissance militaire qui a joué un rôle essentiel dans la victoire sur le nazisme. Mais cette puissance militaire soviétique est surtout terrestre et enfermée dans la masse continentale de l'Eurasie, avec très peu d'accès à la mer, sauf à la banquise.
Les États-Unis, au contraire, apparaissent comme une puissance militaire véritablement mondiale, avec leurs deux façades maritimes, Atlantique et Pacifique, avec leurs alliés sur tous les continents, avec la maîtrise des mers qu'ils ont conquises pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans ce rôle, ils remplacent désormais l'Angleterre. D'autre part, les États-Unis disposent de l'arme atomique et ils en ont le monopole jusqu'en 1949. Troisième pilier, le prestige, le rayonnement politique et culturel. Alors, il ne faut pas faire d'anachronisme. Au lendemain de 1945, l'URSS jouit également d'un très grand prestige dans le monde, parce qu'elle a joué un rôle décisif dans la victoire sur le nazisme, et parce que le système communiste n'est pas encore discrédité, comme il le sera par la suite. Mais incontestablement, aux yeux du monde, ce sont les États-Unis qui incarnent la démocratie, la liberté, le pays aussi de la prospérité, et même à travers leur culture, le pays de la joie de vivre. Une joie de vivre dont on est avide en Europe après les années terribles de la guerre et de l'occupation. C'est dans les années d'après-guerre que s'installe en Europe la consommation de cigarettes américaines ou de Coca-Cola, produit apparemment anodin, mais dont l'image est étroitement liée à celle d'une Amérique triomphante et libératrice. C'est après la guerre également que déferle sur l'Europe le cinéma américain, à commencer par les films qui avaient été tournés pendant la guerre aux États-Unis et que bien sûr on n'avait pas vu dans l'Europe occupée. Bien sûr, depuis 1945, les trois piliers de cette puissance américaine, économique, militaire et culturelle, ont considérablement évolué. Mais c'est toujours, jusqu'à nos jours, c'est toujours autour de ces trois piliers que se construit la suprématie américaine. Et il faut bien retenir cela, le caractère multiforme de cette puissance qui fait sa solidité. L'Amérique est capable de séduire autant que de dominer. Nous avons vu que les États-Unis avaient, pendant la guerre, une stratégie mondiale. Vaincre d'abord l'Allemagne et ensuite le Japon. Une fois la victoire remportée en 1945, et contrairement à 1920, les États-Unis ne se retirent pas. Ils ne reviennent pas à l'isolationnisme, mais ils adoptent pour la paix une stratégie mondiale. Mettre en place un nouvel ordre international, économique, politique, militaire, qui soit conforme à la fois à leurs principes et à leurs intérêts. Les États-Unis assument donc clairement et dans la durée leur responsabilité mondiale. Ce nouvel ordre mondial que les Américains ont voulu construire après 1945, on pourrait le comparer à une bâtisse que l'on a voulu solide, évidemment, quelque chose qui ressemblerait à un temple grec. Et pour que ça tienne debout, bien sûr, il faut des piliers solides, des colonnes. Trois piliers sont économiques. D'abord, l'existence d'une monnaie vraiment internationale et vraiment fiable. C'est le dollar depuis la conférence de Bretton Woods en juillet 1944. Deuxième pilier, un crédit suffisamment abondant qui est fourni par l'aide américaine aux pays en reconstruction, en particulier depuis le plan Marshall en juin 1947. Enfin, troisième pilier, le libre-échange qui s'impose avec les accords du GATT, c'est-à-dire accords sur les tarifs douaniers et le commerce, accords qui ont été patronnés évidemment par les États-Unis en octobre 1947. Le GATT est l'ancêtre de l'actuelle OMC, Organisation mondiale du commerce. Le quatrième pilier est militaire, c'est la protection militaire accordée par les États-Unis à l'ensemble du camp occidental et symbolisée surtout par le pacte atlantique signé en 1949. En effet, le nouvel ordre mondial patronné par les États-Unis ne concerne pas le monde entier. Lui échappe l'Union soviétique, qui est communiste et obéit donc à une logique complètement différente. L'Union soviétique qui s'élargit après 1945 à un vaste camp socialiste avec l'Europe de l'Est, la Mongolie, la Corée du Nord,
la Chine en 1949 et le Nord-Vietnam en 1954. Face à cette expansion du camp socialiste, le président Truman a défini en 1947 la politique du containment, ou endiguement. Il ne s'agit pas de faire la guerre à l'Union soviétique, Truman n'a jamais envisagé une telle folie, mais d'empêcher toute nouvelle expansion du camp socialiste en l'encerclant par un réseau d'alliances dirigé par les États-Unis. Les traités sont signés de 1947 à 1955. Le plus important est le pacte atlantique en 1949, pacte qui lie les États-Unis au Canada et surtout à l'Europe de l'Ouest. Il faut y ajouter le traité de Rio, l'ANZUS, des pactes bilatéraux avec le Japon, avec Taïwan, la Chine nationaliste, également avec la Corée du Sud, le traité de l'Asie du Sud-Est et le pacte de Bagdad. On a ainsi un encerclement à peu près complet du camp socialiste et on remarquera que c'est sur la ligne de front de cet endiguement que se déroulent la plupart des crises de la guerre froide. Pour comprendre comment se déroule cet affrontement, il est nécessaire de préciser la chronologie, d'en distinguer les grandes étapes. L'affrontement se déroule en 3 temps que je présenterai dans les 3 vidéos suivantes. De 1945 au début des années 1960, c'est le temps de l'Amérique sûre d'elle-même, sûre à la fois de sa force et de son bon droit. De 1963 à la fin des années 1970, c'est au contraire le temps du doute. Doute aux causes multiples, mais la cause principale, bien sûr, c'est l'enlisement américain au Vietnam. Dans les années 1980, avec Ronald Reagan, les États-Unis reviennent en force sur la scène internationale jusqu'au triomphe que représente pour eux la disparition de l'URSS et du camp socialiste.